La TVT au cœur de l'information. Les berges du fleuve Zio, bientôt restaurées, 45 000 plants seront mis en terre autour de ce bassin, une solution pour remédier au problème des inondations que subissent les populations locales. La lutte contre l'extrémisme violent dans la région des Savanes, le Conseil national de la jeunesse donne un coup de pouce au gouvernement togolais pour préserver la paix dans le pays. Nous irons dans un instant dans la région des Savanes pour en savoir plus. Également dans ce journal, la réfection du site de Koutamakou, les Tata Tamberma, ont été endommagés par des pluies diluviennes. L'habitat du peuple Batamariba est célèbre pour son architecture. Nous irons sur place en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. 45 000 plans pour la réhabilitation des mangroves autour du bassin de Zio. Les populations locales subissent des inondations périodiques. L'objectif est d'atteindre une couverture de 30% d'ici à 2050. L'ONG Action des jeunes pour le développement intégral s'active afin de lutter contre les changements climatiques et de protéger les espèces végétales et animales qui habitent ce bassin. Isaka Aruna voit Sandra Aziabé. 8 mois après son démarrage, le projet Restauration des berges du fleuve Zio est officiellement lancé à Tonukouti. Un projet bien accueilli par les habitants de cette localité et ceux du village de Fidjoukouy dans la préfecture d'Agoué. Nous faisons le jardinage de Gombo, Pima, Boma. On souffre. L'eau envahit souvent nos cultures. Maintenant qu'on nous a apporté ce projet, nous sommes très contents. Les choses vont désormais. Démarré en septembre 2021, le projet enregistre déjà des résultats encourageants. Pour l'ONG AGEDI, il faut encore accompagner les bénéficiaires à mener à bien ce qu'ils ont démarré. Le dernier suivi et évaluation a démontré les résultats encourageants par rapport à notre travail. Mais nous allons continuer par sensibiliser les populations sur l'importance des berges et l'importance du reboisement. Mais nous allons continuer en appuyant les femmes maraîchères dans la formalisation de ces coopératives. Il faut rendre pérenne le projet et les populations des zones touchées sont invitées à se mobiliser davantage et à prendre des initiatives devant protéger les jeunes plants et l'environnement. La population a appelé à un changement de mentalité, à considérer le projet comme étant leur propriété, donc à s'approprier le projet. Ensuite, à participer à la mise en œuvre, puis faire le suivi, le contrôle et relever les difficultés remarquées au cours donc, de l'exécution de ce projet. Le projet est financé par le programme WACA. En tout, 40 hectares des berges du fleuve Zio seront reboisés avec près de 45 000 plants sur une durée de 2 ans. L'Agence nationale de la protection civile, aux côtés des sinistrés de la commune Kosa 2, ils sont victimes d'un vent violent qui a soufflé sur cette localité le 7 avril dernier. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Nestor Mouzou. Circonstance malheureuse dans la commune Kosa 2 depuis le 7 avril. Ce jour-là, une pluie accompagnée de vent s'est abattue dans le milieu. Lors de son passage, le vent a décoiffé les toits dans les cantons de Kouméa, Pia, Bou et Sarakawa. Aujourd'hui, la NPC, Agence nationale de la protection civile, est arrivée avec des matériaux pour les offrir aux ménages touchés par le sinistre. Nous avons évalué les dégâts. Les résultats que nous avons obtenus, on les a transférés à l'autorité compétente qui a réagi promptement en nous instruisant
de venir assister les populations au relèvement. Nous avons recensé en tout dans les 4 cantons 84 ménages qui ont été atteints. L'opération consiste à appuyer les ménages sinistrés en tôle, en pointe à tôle et en pointe simple et en une certaine enveloppe pour leur permettre de refaire leur toiture dévastée par le vent. Les bénéficiaires peuvent pousser un ouf de soulagement. Leurs maisons vont retrouver leur toit. C'est un jeudi que cela s'est passé. Certaines maisons ont été en partie décoiffées, d'autres totalement décoiffées, d'autres encore ont été éventrées. Nous sommes allés voir les autorités locales qui ont fait le compte rendu aux plus hautes autorités, qui ont entendu notre appel au secours et nous ont apporté de l'aide. Nous les remercions. L'aide du gouvernement nous est parvenue. Je remercie le chef de l'État pour cette action. Que Dieu le protège infiniment parce qu'il écoute la voix des faibles. Nous lui demandons de ne jamais se lasser de nous. Nous prions pour que cette catastrophe ne se reproduise plus. Le représentant du préfet de la COSA, Maliawai Hassim, a lui aussi remercié les plus hautes autorités du pays pour cette assistance. Il a profité de l'occasion pour donner des conseils au public, conseils relatifs au comportement à adopter en vue de limiter les effets des calamités naturelles. Bien vivre la ménopause, garder une bonne hygiène de vie, il est nécessaire de maintenir un bon équilibre alimentaire. Les femmes de la BINA ont été entretenues sur le sujet. Quelques bonnes habitudes et astuces leur ont été conseillées. Nestor Mouzou, en savoir plus. La femme est le pilier de la famille, dit-on. En tant que telle, si elle n'est pas en bonne santé, toute la famille est affectée. En initiant cette séance de sensibilisation à Pagoda à l'intention des femmes sur l'hygiène de vie, l'association FLEB, Femmes Leaders de la BINA, entend les amener à mieux prendre soin d'elles pour le bonheur de leur foyer. Une femme actrice du développement, elle est censée être en bonne santé et pouvoir vaquer librement à ses occupations. L'hygiène de la vie, c'est que la femme doit s'occuper d'elle-même. Elle doit s'écouter. Je dois me protéger pour sortir de la maison. Et une fois de retour, je dois bien aussi assainir mon foyer, ma maison. Parce que l'hygiène est importante dans la vie d'un être humain. En dehors de l'hygiène de vie, l'association FLEB a entretenu les femmes de la BINA sur la gestion de la ménopause. La ménopause, c'est vraiment une étape importante dans la vie de toute femme. Donc, comment gérer ces symptômes-là? On a entre autres ces signes, les bouffées de chaleur. La femme se sent tellement fatiguée dans la journée. Elle a des petits maux de tête. Et quand elle reste souvent, elle est stressée. Une femme qui était douce dans ses trentaines ou vingtaines, tu vas remarquer qu'à un moment donné, elle devient colérique. Un tout bout de champ, elle s'énerve. Donc, c'est un peu ces signes qu'on en a discuté. Le préfet de la BINA, Abal Noro Ataba, a trouvé le thème de la sensibilisation pertinent car étant en lien avec la santé. Il a salué l'association FLEB pour son initiative qui fait la promotion des bonnes pratiques. Initiative qui, a-t-il souligné, s'inscrit dans les actions du gouvernement pour assurer une bonne santé aux populations togolaises. La suite de ce journal avec la pandémie de Covid-19. À ce jour, samedi 16 avril 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 963, un nouveau cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 672. Le nombre de cas actifs est de 18 et le nombre de décès est de 273. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Dans la région des Savanes, un projet est lancé, une stratégie de lutte contre l'extrémisme violent. Le Conseil national de la jeunesse accompagne ainsi le gouvernement dans ses efforts pour préserver la paix au Togo. Gérard Laboudou. Les défis sécuritaires qui se posent dans la région des Savanes préoccupent les plus hautes autorités du pays. Le Conseil national de la jeunesse CNJ ne s'est pas mise à l'écart dans cette lutte. Elle vient d'élaborer le projet de renforcement du leadership et de l'engagement positif des jeunes dans la prévention de l'extrémisme violent dans la région des Savanes. Il s'agira dans une première phase de former 30 jeunes par préfecture qui suivront une formation pour lutter contre l'extrémisme violent.
Et après cette phase de formation dans les préfectures, qui durera 3 jours dans chaque préfecture, on va désigner encore 20 jeunes. Et ces 20 jeunes-là suivront une formation complète en matière d'extrémisme violent, qui leur permettra à leur tour, dans leur communauté, de faire des formations pour pouvoir lutter contre l'extrémisme violent. Le projet prend en compte 4 préfectures dans la région des Savanes, Tone, Pendjal Ouest et Saint-Cassé, avec un accent particulier sur les zones frontalières. Donc nous devons mettre l'accent, faire des barrières là-bas, faire beaucoup de sensibilisation dans ces zones-là, impliquer plus les jeunes de ces localités-là pour qu'ils soient vraiment des avant-gardistes. Et pour mener à bien ce projet, le Conseil national de la jeunesse CNJ a bénéficié du soutien financier de l'Agence des États-Unis pour le développement USAID à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers. Au Burkina Faso, l'opposition s'allie à la transition contre le terrorisme. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par le Congrès pour la démocratie et le progrès. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès a tenu une conférence de presse à son siège à Ouagadougou vendredi dernier. Le parti de l'ex-président Blaise Compaoré s'est exprimé en général sur la vie de la nation burkinabé. Dans un communiqué, le CDP choisit de soutenir et d'accompagner le nouveau régime. Notre parti se réjouit de la mise en place de la transition, a lu son président Edi Komboigo devant les caméras. Sans condamner l'arrivée des militaires, le CDP estime que cette prise de pouvoir a été justifiée par la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui est de la condamnation de Blaise Compaoré à la perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara, le CDP a refusé de commenter le verdict de la justice. En revanche, il appelle à l'unité des fils et des filles du pays. L'émotion et la colère grandissent au Sénégal après la mort à l'hôpital public d'Astou Sokna, 34 ans. Elle était enceinte de 9 mois. La presse locale dénonce un décès par déni de soins après une longue agonie. Leur indignation est à la mesure de leurs cris. Plus jamais ça. Ils sont des centaines dans la rue. Toutes et tous réclament justice. Sur les photos, un visage, celui d'Astou Sorna, 34 ans. Elle était enceinte de 9 mois. Elle a attendu une césarienne pendant 20 heures à l'hôpital de Louga, au nord du Sénégal. Elle en est morte. Un décès vécu comme un traumatisme dans tout le pays. C'est un combat qu'on mène pour toutes les femmes, qu'on arrête de les violenter, qu'on arrête de les négliger. Ce qu'on demande aux autorités, c'est que plus jamais une femme ne doit perdre la vie en donnant la vie. Nous voulons de meilleures conditions de travail pour le personnel médical. Nous voulons un meilleur traitement de nos femmes, de nos populations au niveau des structures médicales. Loin des cris de colère, la famille d'Astou Sorna est trop meurtrie pour se rendre à la manifestation. Sa mère a assisté à la lente agonie de sa fille. La jeune femme aurait demandé en vain d'être prise en charge, pliée par la douleur. Elle et son bébé ne survivront pas. C'est comme si mon monde s'était effondré. C'est tellement dur. Ma colère est adressée au personnel soignant parce qu'ils ont été négligents. Ils n'ont aucune considération envers l'être humain. Astou les avait menacés. Vous me négligez, je vous appelle, vous ne me répondez pas. Quand je vais partir d'ici, je vais vous dénoncer à la direction. Les sages-femmes lui ont répondu, c'est parce que tu souffres que tu es en plein délire. Astou ne savait pas qu'elle allait mourir là. Le personnel soignant dénonce, lui, le manque de moyens criants de l'hôpital. Face au tollé qu'a suscité le drame dans tout le pays, le gouvernement sénégalais a révoqué le directeur de l'hôpital, suspendu les agents de garde impliqués et diligenté une enquête. Vraiment, il faut qu'on sanctionne. C'est des phénomènes, il faut le dire, qui sont extrêmement nombreux dans ce pays. Donc il y a lieu quand même qu'on redouble d'efforts. Plus de sanctions, plus de formation, mais aussi plus de recrutement. 3000 en 2 ans selon le ministère de la Santé, un nombre encore insuffisant. Les spécialistes se font rares actuellement. L'attrait du gain au niveau du privé est beaucoup plus important que le public et moins contraignant. Le mari d'Astou Sorna a porté plainte contre l'hôpital régional de Louga pour négligence et non-assistance à personne en danger. Une nouvelle manifestation de soutien est prévue à Dakar ces prochains jours.
L'actualité, c'est aussi la présidentielle en France. Une trentaine de manifestations étaient prévues ce samedi dans le pays pour dire non à l'extrême droite à 8 jours du second tour de la présidentielle opposant la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen au président sortant Emmanuel Macron. La ferveur des manifestants anti-extrême droite, ils sont des milliers rassemblés ce samedi à Paris et dans d'autres villes françaises, tous inquiets de voir Marine Le Pen aux portes du pouvoir. Pas de Le Pen à l'Élysée, peut-on entendre dans les slogans. Sur les banderoles, les mêmes messages, appelant la jeunesse à faire barrage au Rassemblement national, sans pour autant appeler systématiquement à un vote Macron. Il faut choisir l'ennemi contre lequel on va se battre pendant le prochain mandat. Et clairement, il y a un choix à faire, c'est que en fait, là, je choisis de conserver la démocratie pour pouvoir continuer à combattre les 5 prochaines années. Je ne peux pas supporter que l'extrême droite passe au pouvoir. Je n'espère pas vivre ça de ma vie. Et je trouve que la situation de ce point de vue-là est dramatique. À une semaine du second tour de l'élection présidentielle, ce scénario est pris très au sérieux par les protestataires. En tête des cortèges, les syndicats et organisations comme SOS Racisme ou la Ligue des droits de l'homme sont venus défendre les libertés, la justice et l'égalité, aujourd'hui en danger selon les organisateurs. Elle porte du fascisme et un mensonge social très très fort et on est là pour dénoncer ça. Quand on voit le sort qu'elle veut réserver aux étrangers, les attaques sur les femmes, ce qu'il y aura après pour toutes les personnes LGBTI, nous, syndicalistes, c'est immense en fait. Les risques sont vraiment immenses de partout. À Paris, quelques heurts ont éclaté entre manifestants et policiers. Le rassemblement est considéré comme à risque par les autorités, car le cortège réunirait des protestataires divers, notamment des gilets jaunes et des ultras. En Afrique du Sud, Durban, face aux conséquences du changement climatique, le nombre de morts approche du seuil des 400 dans la province du KwaZulu-Natal. 395 personnes ont perdu la vie dans les inondations du début de semaine, principalement dans la municipalité de Durban. L'heure est au ramassage des débris sur les plages. L'heure est au ramassage des débris sur la célèbre plage Umhlanga de Durban en Afrique du Sud. Bénévoles et habitants se sont donné rendez-vous au bord de la mer de cette ville afin de nettoyer la plage au lendemain des inondations qui ont endeuillé la région. Plusieurs victimes des intempéries ont été enregistrées dans la ville portuaire du KwaZulu-Natal. Oui, c'est très frustrant et mes enfants surfent ici comme tout le monde les week-ends. Et donc ça me brise le cœur de voir la plage dans cet état. C'est une tâche immense. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Comme vous pouvez le voir, le nombre de personnes que nous avons ici est assez, mais ce n'est qu'une plage parmi 3 autres à nettoyer en même temps. Selon les météorologues, il est tombé l'équivalent de près de la moitié des précipitations annuelles de Durban. Certaines zones ont reçu plus de 450 mm en 48 heures. Si vous y pensez en ce moment, nous avons une telle dévastation avec les plastiques et cela dans nos océans. Nous sommes fondamentalement en train de tuer nos océans. Et si nous ne prenons pas soin des océans, nous n'aurons pas de plage à apprécier dans les années à venir. Et nos enfants non plus. Il est donc important d'éduquer les gens pour qu'ils retirent les plastiques des plages. Cette opération de ramassage des débris a été une occasion pour le club de surf de Durban de rappeler l'importance de garder les plages de la ville propres, une action qui doit rentrer dans les habitudes des riverains. Au Togo, c'est la chasse au plastique qui est ouverte avec la phase pilote du concept Ville sans plastique, un ambitieux programme qui appelle toute la population à y participer. Projet porté par l'ANADEB, l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Ramdan Bassina. Une ville sans sachets plastiques, c'est possible, à condition que tout le monde s'y met. Les communes du Grand Lomé, CDQ, CVD, plus que jamais mobilisées. Cette opération Ville sans plastique, c'est de sensibiliser les citoyens aux valeurs civiques. L'opération La chasse au plastique poursuit 2 grands objectifs. Le premier, c'est d'assainir notre cadre de vie
en procurant des revenus aux travailleurs. Et l'autre objectif qui est assez intéressant et assez important aussi est le renforcement de la cohésion sociale. Nous organisons l'opération dans plusieurs quartiers et nous faisons tout pour avoir un point de chute commun qui rassemble peut-être au moins 2 quartiers. Et nous profitons de ces occasions pour développer, pour sensibiliser la population. C'est tout le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes qui s'engagent. Jeunes et femmes, tous s'engagent pour la réussite du projet. Si les gens sont sensibilisés à l'idée que les déchets plastiques sont une richesse qu'on peut valoriser et gagner de l'argent par exemple, ils feront en sorte que depuis la maison, on puisse déjà procéder à un tri. Ville sans plastique est à sa première édition, une opération portée par 3 communes, Golfe 1, 2 et Aguanivé 1. À retenir également de ce journal, la 22e Assemblée générale ordinaire tenue par INADES Formation, l'occasion de passer en revue les activités menées. De nouvelles perspectives ont été définies pour un développement social et économique des citoyens togolais. Victoire Kaliwa, Marie-Reina Beta, commentaire Yata Aratem. 7 projets exécutés, plus de 10 000 bénéficiaires touchés. INADES Formation Togo, spécialisée dans la promotion sociale et économique des populations, fait le point de ses activités au cours de l'année 2021. Malgré les contraintes, le bilan semble satisfaisant. Il s'agit pour nous aussi d'œuvrer pour que l'État puisse faire respecter la loi relative à l'utilisation des pesticides chimiques dans notre pays. Des 2 communes, nous avons élaboré et diffusé au profit des 117 communes du Togo un guide de planification qui montre les étapes et les outils dont ces communes doivent se servir pour s'assurer que leur plan de développement communal est inclusif. Face au changement climatique, INADES Formation a poursuivi également ses activités et pour nous, il est question également de faciliter la prise en compte du volet environnement, notamment tout ce qui a trait aux actions relatives à la restauration des écosystèmes. Depuis 1972, INADES Formation met l'homme au cœur de ses stratégies de développement. Et pour l'année nouvelle, la célébration de son 50e est à l'agenda. Nous tenons notre 22e Assemblée générale ordinaire. Donc nous avons, dans un premier temps, réfléchi sur les perspectives futures de notre organisation à l'horizon 2040. Donc 50 ans dans la vie d'une association, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, nous avons besoin de faire un bilan rétrospectif mais prospectif. C'est vraiment important pour que la jeunesse comprenne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une crise des associations. Non, ici, on vient pour un engagement citoyen, un engagement pour servir quelque chose que nous appelons le bien commun. Pour les responsables, il faut toucher le maximum de personnes. La participation de tous pour la construction d'une nation forte est impérative. Après 2 ans de privation due à la pandémie de Covid-19, la prière en communauté a fait son retour. Chrétiens et musulmans prient de nouveau en groupe à l'église tout comme à la mosquée. Les fidèles apprécient, propos recueillis par Marie-Thérèse Nabédé, reportage présenté par Ramdan Bassina. Heureux hasard du calendrier, ce vendredi est un grand jour de prière. Chez les catholiques, c'est le vendredi saint, marqué par le chemin de croix. L'année dernière, pour cause Covid, les chrétiens catholiques n'avaient pas pu vivre la passion du Christ en communauté. Cette année, c'est un peu le retour à la vie d'avant. C'est un grand plaisir pour nous et nous remercions vivement le Seigneur, notre Dieu, qui nous a sauvés du Covid. Parce que on dirait que le Covid nous a terrassés. On n'a pu rien faire. On ne venait pas à la messe, c'est à peine qu'on vient à la messe. Vous êtes là-dedans, il faut vous séparer. Le banc qui prenait 9 personnes, maintenant, prend 3 seulement ou 2 à cause de Covid. Mais maintenant, nous voyons que c'est un peu soulagé et nous remercions le Seigneur.
Avec les nouvelles mesures, les choses marchent maintenant bien parce qu'avant, au moment de la pandémie, on priait individuellement. Dans un premier temps, les paroisses ont été fermées, donc on priait seul dans nos maisons, ce qui n'était pas vraiment ça. Idem chez les musulmans, privés eux aussi de vivre ensemble, la Djouma, la grande prière de vendredi. Dans les mosquées, c'est aussi un grand retour à la prière en communauté, au grand bonheur des fidèles. On remercie Allah parce que nous avons respecté les mesures barrières, nous nous sommes vaccinés aussi et c'est ça qui a mené ce retour à la communauté. L'islam préconise que nous prions ensemble, quel que soit terre riche ou pauvre. Tant que vous êtes ensemble, vous êtes heureux. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, dit l'Évangile dans Matthieu chapitre 18 verset 20. D'où l'intérêt pour le chrétien de prier en groupe. Le Coran ne dit pas autre chose. La grande prière en groupe fait rejaillir plus de bénédictions sur les fidèles musulmans. Chez les chrétiens comme chez les musulmans, prier ensemble aide à raviver la foi. Je vous le disais en titre, les Tata Tamberma sont en réhabilitation. L'habitat du peuple Batamariba a été endommagé par des pluies diluviennes de 2018. Les Tatas sont célèbres pour leur architecture. Les travaux de réfection sont en cours au grand bonheur des populations à la base. Un projet de l'UNESCO sur place, Nestor Mouzou. Les fortes pluies de 2018 dans l'Akiran ont entraîné l'effondrement d'un grand nombre de sakientes sur le site de Koutamakou. Suite à cette catastrophe, l'UNESCO a procédé à une mission d'évaluation des dégâts à l'issue de laquelle il a été élaboré le projet Amélioration de l'état de conservation du site du patrimoine mondial de Koutamakou, le pays des Batamariba. Ce sont les travaux de ce projet qui sont en cours d'exécution. L'activité présente vise à permettre aux maçons traditionnels et aux populations de pouvoir prévenir la destruction donc de ces séquiens. Il y a une équipe technique composée des spécialistes des constructions en terre, notamment le CCL, le Centre de construction et de logement de Kakaveli, et l'école d'architecture Léamo, qui viennent appuyer les bâtisseurs traditionnels, les bâtisseurs locaux, donc dans la quête de la technique de construction et de restauration surtout donc de leur habitat traditionnel. Donc un travail sera fait pour pouvoir remplir ce que nous appelons le cahier de recommandations. Ce cahier de recommandations va retracer toutes les techniques, tout le savoir-faire pour la restauration de Sitiens et qui pourra servir à l'avenir à la communauté Otamari. Les Takienta ou Tata ou encore Sikiens sont considérés comme un habitat modèle de par leur architecture. C'est ce qui a amené l'UNESCO à les inscrire sur la liste du patrimoine mondial en 2004. Ils sont construits sous forme de forteresses et ont l'avantage de permettre aux Batamariba de pouvoir se cacher et se défendre en cas d'attaque. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Joyeuse Pâques à tous les chrétiens. Je vous souhaite une très belle soirée.